Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'univers et je vous souhaite la bienvenue dans le 69e épisode de ce podcast dédié à l'actualité du mois de novembre. Je vais vous parler d'un visiteur extrasolaire, de scientifiques récompensés, de retour vers la Lune et de plein de BD. Et commençons par la date avec une triste nouvelle. L'astronaute américain Dick Gordon est décédé le 6 novembre. Il avait fait son premier vol à bord de Gemini 11 en 1966 où il avait effectué 2 sorties extravéhiculaires et il a surtout fait partie de l'équipage d'Apollo 12 en novembre 1969. Alors dans cette mission, il était celui qui est resté en orbite lunaire pendant que Pete Conrad et Alan Bean allaient crapahuter sur la Lune. Il avait d'ailleurs pris cette fantastique photo du module lunaire depuis sa capsule. Mais quand on lui posait la question de la solitude à bord pendant le temps de la mission au sol de ses camarades, qui avait duré 37 heures, 42 minutes et 18 secondes précisément, il répondait si vous avez connu les 2 clowns avec lesquels je vivais, vous auriez été heureux d'avoir un peu de temps seul. Fin de citation. Et quand on connaît les conditions de séjour dans les capsules Apollo, au-delà de la blagounette, on le croit sur parole. Il avait 88 ans et sur les 24 astronautes ayant voyagé vers la Lune, il n'y en a désormais plus que 14 de vivants, dont un marcheur lunaire toujours en vie sur 2. Et toujours dans la rubrique date, partons au plus pressé, vous avez jusqu'au 6 décembre pour choisir le surnom de 2014 Amuse 69. Oui, parce que pour le moment, comme vous pouvez le constater, son nom n'est pas vraiment sexy. Le truc, c'est que New Horizons va le survoler le 1er janvier 2019, soit dans un peu plus d'1 an maintenant, et les scientifiques de la mission proposent aux gens qui le souhaitent de voter pour un nom provisoire en attendant le survol. C'est donc jusqu'au 6 décembre, j'espère sortir cet épisode avant la fin du vote, et je vous mets évidemment le lien qui va bien dans la description sous la vidéo. En tout cas, ce sera le corps céleste le plus lointain que nous explorerons. Il se trouve dans la ceinture de Kuiper, comme Pluton, à 6,5 milliards de kilomètres de nous. Je sais pas vous, mais j'attends le nouvel an 2019 avec grande impatience. Ça va être complètement fou. On sait quasiment rien de ce qui se trouve là-bas. En attendant d'aller voir un caillou très très lointain, figurez-vous que l'événement astronomique du moment, c'est justement un caillou d'origine encore plus éloignée qui vient directement nous voir, c'est pratique. Je vous en ai déjà parlé à l'épisode précédent de cet astéroïde venu d'un autre système solaire, mais alors figurez-vous que cette découverte est encore plus folle qu'au premier abord. Déjà, il a été baptisé Oumuamua, ce qui veut dire messager venu en éclaireur en hawaïen, il a donc un nom, mais ce qui étonne les scientifiques, ce sont 2 choses. Déjà, sa nature. Vu qu'il a été formé autour d'une autre étoile que la nôtre, on s'attendait plus à ce que ce soit une comète, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on l'a considéré comme tel en premier lieu, mais non, il s'agit bien d'un astéroïde constitué de roches et de métal, qui a d'ailleurs rougi à cause des rayons cosmiques qui l'ont frappé pendant ces centaines de millions d'années de voyage avant d'arriver jusqu'à chez nous. Et ensuite, l'autre grosse surprise, c'est sa forme. Personne n'avait jamais vu un astéroïde en forme de baguette de pain de 400 mètres de long sur 50 mètres de large. Personne, vraiment. Alors du coup, gros mystère. Comment s'est-il formé? Et puis surtout, comment est-il arrivé jusqu'à nous? Ce qu'on sait, c'est qu'il tourne sur lui-même toutes les 7,3 heures, qu'il se déplace à la vitesse de 38,3 km par seconde et qu'il a croisé l'orbite de Mars le 1er novembre. Alors, il fera coucou à Jupiter et à Juno par la même occasion en juin prochain et ensuite il prendra la direction de la sortie du système solaire pour se diriger vers la constellation de Pégase. Évidemment, on ne le verra plus jamais, et il sera visible par nos télescopes seulement jusqu'à mi-décembre, mais les scientifiques pensent que des corps extrasolaires, il y en aurait un par an qui viendrait faire du tourisme autour du Soleil. Alors peut-être que le prochain sera en forme de pain au chocolat, allez savoir. Les infos de ce mois de novembre. Alors il y en a 1000 évidemment, je ne peux hélas pas parler de tout. J'ai donc fait une sélection lunaire. La première info nous vient de Bigelow Aerospace qui a annoncé le lancement d'un habitat gonflable en 2022. Le but du jeu, c'est donc d'envoyer un module qu'ils ont appelé B330, d'abord en orbite basse pendant environ 1 an. L'énergie sera fournie par des panneaux solaires, le module se gonfle dans l'espace et des équipages habités pourront s'y rendre pour y installer des expériences, aménager l'intérieur, réparer si besoin, bref, il sera accessible et le but du jeu est qu'il soit préparé pour aller plus loin. Et c'est grand, il y aura 1/3 de la surface habitable de l'ISS dedans, c'est pas rien. Bon, alors par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait des hublots. En tout cas, 2 modules habitables comme celui-ci sont en cours de construction. Mais pour revenir à la vidéo, alors une fois qu'il est prêt, notre module envoyé en orbite basse terrestre, que tous les signaux sont au vert, on envoie du carburant, et là, hop,
on l'emmène en orbite basse autour de la Lune. Là, il pourra servir de station spatiale ou bien d'espace de stockage. Évidemment, les possibilités sont multiples, et il est fabriqué avec des matériaux qui protègent des radiations et des débris spatiaux. Et un machin comme ça, avec un gros espace intérieur et la possibilité d'y clipser du carburant, ça pourra évidemment rendre service pour Mars aussi. Mais pour le moment, c'est le retour vers la Lune qui se profile. On parle beaucoup d'une station spatiale en orbite là-bas pour l'après-ISS, mais on parle beaucoup également de la fameuse vision du village lunaire du directeur de l'Agence spatiale européenne, Yann Werner, popularisée en France par Claudie Aigneret. Alors l'appellation village lunaire est évidemment poétique, il s'agira en fait d'une base scientifique habitée de manière permanente, avec des équipes et des émissions qui se relayeront, un peu comme dans l'ISS ou comme dans les bases de recherche en Antarctique. Et si je vous en parle dans cet épisode, c'est parce que cette vision est désormais une association, le Moon Village Association tout simplement, et qu'un premier séminaire s'est tenu à Strasbourg entre le 19 et le 21 novembre. Des étudiants, des ingénieurs, des scientifiques, des investisseurs, des industriels, des représentants d'agences spatiales, bref, tout un tas de monde a réfléchi pendant 3 jours sur 5 thèmes bien définis: l'architecture de la base, les expériences scientifiques qu'on pourrait y mener, la manière de financer, la gouvernance et la culture, pour aboutir à des propositions qui seront rendus publics en 2018, sans doute dans un autre séminaire prévu au Japon l'année prochaine. Alors à cette occasion, Claudie Aigneret a répondu aux questions de Science et Avenir et elle dit des choses tout à fait fascinantes. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Et de très grands noms du spatial se sont relayés pendant ces 3 jours. Par exemple, Buzz Aldrin, dans le plus grand des calmes. Voilà. Bref. Tout ceci est vraiment très excitant. J'aimerais beaucoup en faire partie, comme je l'avais dit récemment à Claudie Aigneret dans une autre vidéo sur ma chaîne, et je vais voir comment je peux m'y impliquer dans cette association, si jamais elle a besoin de mes compétences. En tout cas, j'ai l'impression que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le site de la SOS que je mets en lien sous la vidéo. Il y a eu évidemment un hashtag dédié à cet événement et je l'ai suivi scrupuleusement pendant ces 3 jours, mais pour éviter de vous saouler avec ça, j'ai décidé de ne sélectionner qu'un tweet, et je vous jure que c'était dur. Mais voilà, quand je vous dis qu'il y avait du beau monde, Michel Tonini était là aussi. Pour celles et ceux qui me rejoignent, il s'agit d'un de nos 10 astronautes français, et il a eu cette phrase magnifique et très poétique, et très vraie: on a besoin des astronautes, parce qu'il n'existe aucun algorithme pour développer l'amitié entre robots. C'est joli, Je pense que je vais l'apprendre par cœur pour la ressortir assez souvent, celle-là. Michel, si tu m'écoutes, merci pour cette phrase. Merci, c'est trop beau. J'arrête donc de parler du village lunaire pour signaler tout autre chose de neuf dans la twittosphère. Mon camarade Patrick Beau, tenancier de la chaîne Axolot qu'il faut absolument connaître, a ouvert un compte de micro-nouvelles. Ça s'appelle Nanofiction, et voici celle que j'ai préférée jusqu'ici. L'arrivée des premiers extraterrestres sur Terre passa inaperçue aux yeux des humains. Leur espèce était microscopique, et ils étaient venus saluer les tardigrades qu'ils considéraient comme les véritables maîtres de la planète. Ce qu'il y a de vertigineux avec cette histoire, c'est qu'elle pourrait être tout à fait vraie. Un conte à suivre si vous aimez qu'on vous raconte des histoires en 280 caractères. Restons avec Patrick, tiens, il a aussi publié cette image du dernier transit de Mercure devant le Soleil, avec la légende suivante: le petit point noir en haut à gauche, c'est la planète Mercure, et derrière, à environ 58 millions de kilomètres plus loin, c'est le Soleil. Et oui, voici une très jolie manière d'essayer d'appréhender la taille des astres et les distances dans le système solaire. Vertigineux, L'esprit humain a tellement de mal avec ça, on n'est clairement pas équipé pour. Continuons avec des images de planètes. Dès que j'ai l'occasion de parler d'Uranus, je le fais. Alors voici une image de la géante de glace bleu ciel avec 2 de ses lunes, Miranda et Ariel, prise par Hubble le 26 octobre dernier. On peut distinguer également ses anneaux. Autre tweet concernant des photos de planètes du système solaire externe. Ça va intéresser celles et ceux d'entre vous qui se posent la question du travail de traitement des images des sondes spatiales. Astropierre a commencé par demander si le traitement des images de Jupiter, prises par Juno, n'était pas un peu agressif, ce que personnellement je trouve aussi. Je dois avouer que ces photos ne me touchent pas, même si j'admets qu'elles sont objectivement sublimes. C'est Sean Doran, dont je vous parle souvent à propos des images martiennes, qui est le grand maître du traitement des images de Juno, qui a répondu à Pierre avec une comparaison entre l'image brute à gauche et l'image retouchée à droite. Et effectivement, sans traitement
agressif entre guillemets pour voir ce qui se trame dans l'atmosphère jovienne, on ne verrait pas grand-chose. À droite, on a quand même une vision du détail de ce qui se passe là-bas, avec moult exagération des couleurs et des contrastes évidemment, mais sans laquelle on distinguerait quasiment rien. Alors ça ne veut pas dire que l'image de droite est fausse, ça veut juste dire qu'on la traite de manière à ce que ce qui est invisible pour l'œil humain le devienne visible. Je rappelle que le spectre de la lumière visible est inconcevablement réduit par rapport à toutes les longueurs d'onde qui existent. Et en parlant de lumière, voici une photo de l'aube martienne, il y a plusieurs années, prise par Curiosity, qui n'avait pas été envoyée au dodo pour la nuit pour observer la comète Siding Spring dans le ciel martien, et traitée par Émilie Lagdawala. Incroyable lumière, incroyable. Et pour rester sur Mars encore un peu, mais on y reviendra tout à l'heure, vous croyez quoi? Voici ce tweet de Starcastic Rover qui contient autant de poésie, d'émotion et de vérité que la citation de Michel Tonini. If you go to Mars, you might be safe. There's no one here to fight or hate. Just inner demons to debate if you go to Mars. Alors, ce qui peut se traduire par « si tu vas sur Mars, il se peut que tu sois en sécurité. Il n'y a personne là-bas à combattre ou à haïr, juste des démons intérieurs à maîtriser. Si tu vas sur Mars. » À méditer. Et retour sur la Lune avec cette photo incroyable de la mission Apollo 17. Ces paysages, mais ça me fout des frissons partout. Je ne donnerais vraiment n'importe quoi pour aller les voir de mes propres yeux. Vraiment, vraiment. Et idem évidemment pour cette image de coucher de soleil martien pris en photo par Curiosity le 19 novembre et que j'avais partagé sur Twitter au moment où les images brutes avaient été mises en ligne à disposition de tous. Elle est folle, enfin cette lumière c'est fou, et dans la catégorie images c'est exactement la même mais traitée et publiée 5 jours plus tard par la fée Damia Buick qui l'a colorisée. Alors déjà que la version brute en noir et blanc m'avait filé une grosse baffe avec frissons partout et tachycardie intégrée, mais alors en couleur c'est proprement à couper le souffle, on est d'accord là-dessus ou pas? Et figurez-vous que cette image a été retweetée par Elon Musk lui-même, qui a donc apprécié son travail. Damia, je sais que tu m'écoutes, la jalousie est totale. Alors je t'envoie un cargo entier de félicitations bien méritées. GG putain, mais vraiment c'est ouf quoi. Donc voilà, ce coucher de soleil martien fait partie de mes photos préférées, prises par Curiosity, et merci à toi Damia de l'avoir colorisé. Et parce qu'il n'y a pas que Mars dans la vie, si je vous jure, c'est même moi qui le dis, voici une autre image dans cette catégorie images, et c'est une première. Ceci, figurez-vous, n'est pas un détail d'un tableau de Van Gogh, quoique ça pourrait très bien l'être, c'est une photo du centre de notre galaxie, la Voie lactée, prise non pas en lumière visible, comme vous pouvez le constater, mais en infrarouge submillimétrique, en gros une longueur d'onde que nos yeux ne peuvent pas percevoir. C'est une expérience française qui a permis d'avoir cette image grâce à l'instrument pilote embarqué dans un ballon stratosphérique amené jusqu'à 40 km d'altitude depuis l'Australie en avril dernier. Et si j'ai bien tout compris, les couleurs correspondent à l'intensité des grains de poussière présents dans le milieu interstellaire entre nous et Sagittarius à étoile, notre trou noir. En gros, plus c'est rouge et plus il y en a. Et les stries montrent l'orientation du champ magnétique de cette zone centrale. J'espère que j'ai bien interprété cette image. Dans tous les cas, l'explication est en lien sous la vidéo. Et en parlant de vidéo, première info de cette rubrique Bidule 2.0, c'est cette plateforme avec tout plein de vidéos de cours et de conférences sur le thème de l'exobiologie. Il y a des vidéos en français, en anglais et en espagnol sur des thématiques variées, mais toutes liées à l'exobiologie qui fait intervenir différents domaines scientifiques. Toujours dans les vidéos, c'est le CNRS qui fait l'événement. L'organisme public pour la recherche scientifique ouvre à son tour sa propre chaîne YouTube, baptisée Zeste de Science. 2 à 3 courtes vidéos par mois sont annoncées. Encore un abonnement à prévoir en somme. Et dernier bidule 2.0 de ce mois de novembre, dans ma sélection en tout cas, c'est l'astronaute italien Paolo Nespoli, actuellement à bord de l'ISS, qui a fourni le tout premier contenu Wikipédia directement depuis l'espace. Il s'agit de 2 enregistrements de sa voix, le même texte en anglais et en italien, pour l'encyclopédie en ligne, enregistrée donc depuis la Station spatiale internationale. Écoutez. Hello, my name is Paolo Nespoli. I am a European Space Agency astronaut born in Milan, Italy. My first space flight was at the end of 2007 aboard the American Space Shuttle Discovery for the mission STS-120, one of the missions aimed at the construction of the International Space Station.
In 2010-11, I flew a second time to the space station, this time with the Russian spacecraft Soyuz for the Expedition 26-27. Then, in July 2017, I flew to space again and again with the Russian Soyuz spacecraft to the International Space Station, this time for the Expedition 52-53. Hello from space. Salve, sono Paolo Nespoli, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, nato a Milano, in Italia. Vi parlo dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove mi trovo a vivere e lavorare per la missione Vita dell'Agenzia Spaziale Italiana. Il mio primo volo nello spazio è stato alla fine del 2007 sullo Space Shuttle americano Discovery per la missione STS-120, una missione di costruzione della Stazione Spaziale Internazionale. Con la navicella russa Soyuz sono poi tornato sulla stazione nel 2010-2011 per la spedizione 26-27 e ora di nuovo, nel luglio 2017, sempre con una navicella Soyuz, sono tornato sulla stazione spaziale per la spedizione 52-53. A tutti un saluto dallo spazio. Et voilà pour la voix de Paolo Nespoli. Du côté des personnalités notables du mois, alors là, c'est l'avalanche. Pour rester à l'international, il y a d'abord cette dame, Sue Finlay, qui vient de devenir l'employée la plus ancienne de la NASA. Elle a 81 ans et elle travaille à la NASA depuis sa création en 1958. Alors comme beaucoup de femmes à l'époque, elle a commencé en tant que calculatrice des trajectoires des fusées, à la main, et comme elle ne veut rien faire d'autre que de continuer à travailler à la NASA, on la comprend, faut dire, eh ben elle y reste. Elle y fête donc ses 60 ans de carrière, and still counting, comme on dit là-bas. C'est fou. Donc big up, madame, bravo, continue jusqu'à ce que tu puisses le faire. Je trouve ça génial. Ensuite, nous pouvons féliciter Antonella Barucci, une astrophysicienne italienne qui travaille depuis plusieurs années à l'Observatoire de Paris, qui vient de recevoir la médaille d'argent de la NASA pour ses contributions exceptionnelles à la caractérisation de l'astéroïde Bennu. Je rappelle qu'on va se mettre en orbite autour de lui l'année prochaine, en 2018. C'est la mission Osiris-Rex et il est même prévu qu'on ramène des échantillons de cet astéroïde. Donc pour revenir à cette médaille, c'est la deuxième plus haute distinction que la NASA puisse accorder à un scientifique non américain. Félicitations à Antonella Barucci, donc. Et comme c'est la saison des récompenses, Françoise Combe, astrophysicienne spécialiste de la matière noire à l'Observatoire de Paris également, et professeure au Collège de France, a reçu le prix Janssen, qui récompense la valeur internationale de ses travaux et la contribution à la large diffusion des sciences de l'univers. Toutes mes félicitations également à vous. Et puis, ce sont 3 chercheuses du CEA qui ont reçu d'autres récompenses encore. Tout d'abord, Nathalie Palanque de la Brouille, qui a reçu le prix Irène Joliot-Curie, qui récompense la femme scientifique de l'année pour ses travaux de recherche en cosmologie et en astrophysique. Alors, Nathalie, je l'ai rencontrée au Festival de Florence cette année, et c'est une femme incroyable. Je suis vraiment trop contente pour elle. Sa conférence sur la matière noire, c'était mais waouh, une des meilleures que j'ai jamais vues. Mais je viens de vérifier, elle est pas disponible en ligne malheureusement, mais je vous ferai signe quand elle le sera. Bref, bravo à toi Nathalie, c'est amplement mérité. Ensuite, c'est Suzanne Madden qui a reçu le prix de la Fondation scientifique franco-taïwanaise pour ses recherches sur les relations entre les gaz et poussières interstellaires et l'activité de formation des étoiles dans les nuages de Magellan. Ça fait trop rêver, comme intitulé. Félicitations également. Et enfin, David Elbaz a reçu le prix Jaffé 2017 de l'Institut de France pour ses contributions à l'étude de l'évolution des galaxies et de la formation stellaire dans l'univers. Je vous conseille également toutes ces interventions, que ce soit sous forme de conférences sur YouTube, ou en vrai, évidemment, ou de passage à la radio. Il est passionnant et souvent très drôle. Félicitations également. Et pour terminer dans le cocorico, figurez-vous que l'astrophysicienne Hélène Courtois fait partie des 50 Français les plus influents dans le monde, selon le classement de Vanity Fair. Elle est en 30e position, et pour info, Thomas Pesquet est 4e. Et puisqu'on parle de Thomas Pesquet, vous n'avez pas pu passer à côté, c'est pas possible, mais voilà, la BD Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Elle a réussi l'exploit de raconter ce qu'est un astronaute, ce que ça implique, comment on le devient et à quoi on sert, en étant à la fois drôle à pleurer et juste au niveau des faits. Et précise en plus. C'est fou ce qu'elle y raconte. On apprend des milliards de trucs, quoi. Jetez-vous dessus, offrez-la, c'est pour tout le monde, votre grand-père comme votre petite nièce. Vraiment, c'est incroyable le boulot qu'elle a fait là-dessus.
Et d'autres BD, je vais vous parler d'autres BD pas forcément liées à l'espace, mais bien liées au sens, qui sont vraiment chouettes et incroyables aussi. Alors d'abord, c'est celle des frères Grasset sur l'histoire du sexe, c'est de la biologie, mais même moi j'ai accroché. Alors c'est vous dire si c'est bien, parce que pour me faire intéresser à la biologie, il faut y aller quand même. Et en plus c'est drôle, hein, ce qui ne gâche rien, mais on n'en attendait pas moins de Léo et de Cola. Donc bravo les gars, vous pouvez être fiers de vous. C'est donc l'histoire de l'évolution du sexe et de toutes les formes que ça peut prendre. C'est absolument ouf. Hein. On n'imagine pas que la nature puisse puisse produire tout ça, parce que je vois pas comment appeler ça autrement. C'est fou. J'ai également découvert cette BD de Jim Jourdan qui s'appelle Les Mésaventuriers de la science. Alors en fait, ce sont des scientifiques qui lui ont raconté leurs petites mésaventures sur le terrain. C'est très mignon et comme c'est souvent des domaines scientifiques que je ne connais pas, j'ai appris plein de trucs fascinants. Et c'est beaucoup moins dense en termes de contenu que celle sur Thomas Pesquet ou celle sur le sexe, donc beaucoup plus adapté à un jeune public a priori. Et enfin, quittons le 9e art pour le 7e. Tous les mois, au cinéma Le Grand Action à Paris, il y a la projection d'un film lié à la thématique de la vie extraterrestre, suivi d'un débat avec des scientifiques. Courez-y, hein, c'est trop chouette d'avoir ça dans sa ville. Donc vous voici prévenus. La prochaine date, ce sera le 13 décembre avec le jour où la Terre s'arrêtera. Et voilà, c'est la fin du 69e épisode de ce podcast, mais avant de conclure, je voudrais vous parler d'une autre initiative culturelle. J'y participe, il s'agit de musique, il y aura forcément un lien avec l'espace puisqu'on m'a demandé de choisir un morceau, et il s'agit en fait d'un énorme concert de musique classique qui aura lieu le 19 janvier prochain au Cirque d'Hiver. On a besoin de vous pour concrétiser ce projet fou mais génial, et je vous donne donc le lien avec tous les détails qui vont bien dans la description sous la vidéo. Je vous rappelle que j'officie également sur la chaîne YouTube String Theory avec mon émission Spatialiste et je souhaite la bienvenue à un petit nouveau sur la chaîne. C'est Sébastien Carassou qui parle d'astronomie également avec l'émission Astro Stylé et je suis trop contente qu'il nous rejoigne, ça fait trop plaisir. Et j'en profite pour le féliciter parce qu'il est devenu docteur en astrophysique récemment. Pour me soutenir, vous pouvez vous procurer L'espace sans gravité, La folle histoire du système solaire ou encore la BD Mars Horizon chez votre libraire, ou bien encore les offrir à Noël. Et je remercie chaleureusement toutes les lectrices et tous les lecteurs qui m'ont déjà fait part de leur avis sur mes 3 bébés. C'est génial d'avoir une communauté comme vous, c'est vraiment top pour une autrice d'avoir vraiment des retours, quoi, parce qu'on est seul quand on l'écrit, on est seul quand ça arrive en librairie et voilà, et d'avoir les retours en direct sur Twitter ou sur Facebook, enfin bref, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette, puis ça permet d'avoir votre avis et de se remettre en question, de prendre les critiques constructives et de faire mieux pour le prochain, parce que le prochain est en cours, évidemment. Donc merci pour tout ça, vraiment. Je remercie évidemment toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee, parce que je n'arriverai pas à continuer à faire ce podcast sans ce soutien. Merci donc infiniment. Et pour me soutenir sans que ça vous coûte quoi que ce soit, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, parlez-en autour de vous, laissez un commentaire et plein d'étoiles sur iTunes. Ça m'aide à savoir qu'il y a du monde derrière qui attend ce contenu. Voilà, j'ai fini pour l'auto-promo. Alors rendez-vous le mois prochain pour le dernier épisode de 2017 et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air à ne rien faire.